La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Eh bien, bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Bernard Faure. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Bonjour Arnaud, c'est vrai. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Bon, je vais aller regarder, mais Bernard, tu nous as fait confiance dans le cadre d'OVNI Capital, je pense il y a 12 ou même 18 mois. Donc, tu étais vraiment au début de l'aventure. Moi, j'étais venu te chercher, je me suis permis de te contacter parce que j'ai vu l'expertise que tu avais dans le secteur. Comment on définit ton secteur ? Aujourd'hui, en français, on pourrait dire la durabilité. Le secteur de la durabilité, en tout cas de la mesure et de l'amélioration de l'impact. La mesure, l'amélioration de l'impact, et puis de la gestion aussi au quotidien de certains aspects de la mesurabilité, en particulier tous les sujets qui sont liés à l'environnement et à la santé et sécurité des collaborateurs. Ça, c'est sur la partie très concrète, et puis sur une partie plus stratégique, tout ce qui est effectivement les stratégies durables des boîtes, des entreprises. Donc, si vous êtes d'accord, pour tous les gens qui nous écoutent, on va parler de ton parcours, Bernard. Comment tu as créé cette boîte-là il y a quasiment 20 ans, plus de 20 ans. Plus de 20 ans, oui. Comment elle a évolué. Je crois que là, vous avez plus de 150 collaborateurs, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Les différentes opérations avec des partenaires financiers, ce que ça t'a appris. Et puis, voilà, quand je t'ai rencontré, tu étais à une période un peu charnière, commençais à lâcher un peu les rênes. Et donc, j'aimerais bien, si tu es d'accord, parler un peu de tout ça. Et surtout, parce que moi, j'ai besoin de progresser. On est en fin d'année, on est dans le cadre du closing du fonds OVNI. Et en fait, nous, on a 2 instituts significatifs qu'on peut pas citer, mais qui rentrent dans le fonds pour closer le fonds OVNI autour de 45 millions d'euros et peut-être même 50. Félicitations, et qui vont, si on connaît pas et qui vont me demander de mesurer certaines choses, d'améliorer mes pratiques. Je crois que tout ce qui est CSRD, etc., ça fait partie de tes domaines de compétences. Donc, tout à fait, donc, je prends aussi ce podcast comme une masterclass et je suis ravi parce que on revient à la raison initiale de nos premiers échanges sur ces sujets-là. Ça te va comme programme ? Parfait. Bon, génial. Est-ce que, moi, je fais assez simple. Hein, j'ai un associé qui est un des rois du podcast en France, qui s'appelle Mathieu Stéphanie, et qui demande tout simplement à ses invités de se présenter. Et donc, j'apprends de lui. Est-ce que tu veux bien, pour tous ceux qui nous écoutent, essayer de te présenter ? Comment tu te définis aujourd'hui ? Écoute, avec plaisir pour me présenter, me définir, je sais pas, mais me présenter en tout cas, bien sûr. Donc, je suis Bernard Faure. Je suis, en termes de business, le créateur d'une boîte qui s'appelle Tenaxia, le co-créateur en fait, parce qu'on est 2. J'ai un parcours d'études d'ingénieur, puis de travail dans des grands groupes, puis une PME mayonnaise qui est devenue un beau groupe depuis, qui s'appelait Séché. Et suite à ça, en fait, j'ai eu la volonté de créer une boîte. Parce que quand je travaillais chez Séché, j'avais identifié un certain nombre de besoins chez nos clients. Séché, c'est une boîte de traitement de déchets, donc j'avais identifié un certain nombre de besoins liés à ces sujets-là dans les entreprises, besoins qu'on pouvait probablement adresser par du software. Et donc j'ai décidé en 2000 de quitter Séché pour créer cette entreprise. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle. Je raconterai après où on en est sur Tenaxia. Et sinon, je suis marié, père de 4 garçons, dont un entrepreneur. Et voilà, et puis très heureux de tout ça. Génial. T'étais quand même sacrément précurseur il y a 20 ans pour aller sur ces sujets-là. On parle beaucoup de time to market, mais t'étais un peu trop en avance, non ? Ouais, c'était très tôt. Ouais, c'était très tôt et c'est vrai que mais ça m'a pris un truc en particulier, c'est que dans le business, ça sert à rien d'essayer de convaincre. Faut plutôt identifier les clients qui sont sensibles à ton message, parce qu'au début, effectivement, c'était tôt, et donc au début, j'ai cherché à convaincre les gens, tu vois, pour gagner des clients. Et en fait, tu perds une énergie démente en faisant ça, alors que quand tu expliques ce que tu peux faire, ce que tu peux apporter, et que tu repères les gens qui sont ouverts à ça, tu passes plus de temps avec eux,
Et là, tu gagnes des contrats, en fait. Donc, certes, j'ai démarré tôt. Enfin, on a démarré tôt avec Maxime, c'est sûr. Mais finalement, ça nous a déjà assez rapidement appris cette leçon-là, quoi. Et peut-être pour revenir à cette époque-là, donc vous avez développé un logiciel dès le départ. Oui. Le cloud, ça n'existait pas? Non, mais alors on expliquait que c'était un logiciel en mode SaaS. On précisait à chaque fois que c'était en mode SaaS. Et effectivement, il y avait beaucoup d'entreprises qui, au-delà du fait qu'un logiciel pour ça, c'était pas forcément leur sujet, en plus, disaient, mais attendez, non, le logiciel en mode SaaS, c'est pas jouable. Nous, on veut un truc chez nous, quoi. On-premise, c'est comme ça qu'on me dit, à l'époque, ou même dans des serveurs, ouais. Mais ok. Ouais. Et est-ce que tu peux me parler de ton associé que moi j'ai jamais rencontré? Maxime, ouais, bien sûr. Comment s'est fait cette association? Pourquoi? Et comment vous êtes complémentaires, je suppose? Oui. Alors, en fait, donc moi, j'ai 9 ans de plus que lui et on avait fait la même école. Et j'avais organisé des réunions entre certains anciens, un peu créateurs d'entreprises et tout ça, et la filière entrepreneur de l'école. Et donc, mais j'étais à ce moment-là encore chez Séché, mais en préparation de la création de Tenexia. Et il se trouve que Max est venu à ces réunions. Il m'a dit, écoute, moi je suis dans la filière, je suis étudiant, donc il a 9 ans de moins, il était encore étudiant. Mais il m'a dit, par contre, travailler dans un groupe, ça m'intéresse pas. J'ai envie de travailler dans une ambiance un peu différente. Sur les sujets environnementaux, je trouve ça cool. Donc si tu veux, je peux travailler avec toi. Et donc, un peu interloqué. Max avait un profil très développeur, en fait. Moi, pas du tout. Et donc, je lui dis, écoute, pourquoi pas? On peut essayer, et puis on verra bien si ça marche, quoi. Donc, on a essayé quelques mois, et puis, au bout de 4 mois, on a dit, bon, en fait, je pense qu'on s'entend bien, je pense qu'on peut faire du business, donc on y va tous les deux. En termes de personnalité, toi, donc, tu es celui qui a évangélisé, qui a fait les ventes, qui a géré les ressources humaines, et lui, plus le produit, la tech, c'est comme ça que vous vous êtes répartis un peu les rôles? Ouais, c'est ça. Maxime, c'est vraiment la tech. C'est-à-dire, pour résumer, il a rendu possible les idées que j'avais en tête. Voilà. Et j'aurais été incapable de les rendre concrètes, d'en faire une réalité tangible. Et c'est Maxime qui a fait ça. Donc, il est l'homme de la tech chez nous. Et moi, je suis plutôt l'homme du business. Et puis, effectivement, du reste, du management, des finances. Ça, c'est plutôt les trucs qui me relevaient, qui me venaient. Et concrètement, rendre tes idées possibles, ça correspond à quoi comme produit? Et peut-être, est-ce que tu peux nous parler, parce que moi j'aime beaucoup le produit, de l'évolution de produit en 20 ans? Parce que j'imagine qu'entre la proposition de valeur de départ et l'outil que vous avez aujourd'hui, qui est une des références sur le marché, vous avez eu beaucoup d'itérations et de V. V1, V2, V3. V1, V2, V3, V4, etc. Oui, puis alors on a aussi élargi la gamme, si je puis dire, des fonctionnalités de l'application. Donc au tout début, en fait, moi je travaillais dans une boîte qui faisait de la gestion de déchets. Donc c'est-à-dire que son métier, c'était de traiter les déchets de ses clients. Et qui avait eu l'ambition de développer à l'époque un marché un peu nouveau pour elle, qui était les grands comptes. D'aller voir les grands industriels. Et moi j'étais commercial, en fait, dans cette boîte-là. Et on avait signé 2 contrats assez sympa à l'époque, un avec Rhodia et un avec Péchinet. Et dans les 2 cas, comme j'étais le commercial en charge de ces boîtes-là, dans les 2 cas, donc ça c'était en 99, ça date un peu, mais dans les 2 cas, les acheteurs, enfin nos clients en tout cas, m'envoyaient à moi tous les mois par la poste une disquette qui contenait un fichier Excel dans lequel je devais faire mon reporting pour leur dire, bah voilà, c'est on a récupéré les déchets de telle usine chez vous aujourd'hui, on a fait tant, etc. Et j'envoyais ça par la poste. Là, je me suis dit, bon, c'est pas forcément une mécanique qui est super durable. Si ces clients-là ont 50 prestataires comme nous, ça veut dire qu'ils se tapent 50 fichiers Excel tous les mois sur des disquettes. Enfin, ça doit être un enfer total à consolider. Et donc, j'ai commencé à creuser, à m'intéresser au système d'information éventuel qui pouvait exister dans les boîtes sur ces sujets de déchets, mais de manière un peu plus générale d'environnement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près rien du tout, quoi. Je me suis dit, là, quand même, on est sur des sujets qui vont forcément prendre de l'ampleur. Moi, c'est des sujets qui m'intéressaient déjà depuis longtemps. Donc je me suis dit, on va peut développer une solution en SaaS, pour le coup, parce qu'il y avait en même temps la bulle Internet qui montait. Donc, pour moi, c'était évident que c'était des logiciels en mode Internet. Et en l'occurrence, j'ai été voir mon patron de l'époque pour lui dire, tiens, il y a un truc à faire. Il m'a dit, écoute, il y a sûrement une super idée, mais nous, on est des gens on n'est pas des informaticiens, on n'édite pas des logiciels, donc c'est une super idée sûrement, mais si tu l'as fait tout seul, quoi.
Je le fais pas dans la boîte. Il s'en mord les doigts aujourd'hui? Non, pas du tout. Bah non, c'est une réussite incroyable. Oui. C'est une réussite magnifique, industrielle, mais magnifique. Et du coup, je dis, écoute, super, mais moi j'y vais. Donc j'ai démissionné. Et puis après, rencontré Maxime. Et puis on a créé la boîte. Et donc, première proposition de valeur, plutôt gestion des déchets. Et ensuite, vous avez évolué vers... Voilà, alors plutôt gestion de déchets au début pour les entreprises industrielles et plutôt les industriels qui ont finalement pas mal de nuisances et donc de déchets. Et puis finalement, on a élargi ça effectivement assez vite vers un autre aspect, c'était permettre aux clients de connaître les réglementations environnementales qui s'appliquaient à eux. Parce que là, c'est pareil. Tu avais beaucoup de réglementations environnementales déjà, beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais néanmoins beaucoup quand même. Et en fait, c'était très compliqué pour les entreprises de suivre ça. Donc, on a essayé de créer un deuxième module, si je puis dire, pour ça. Et puis, petit à petit, on a étendu le sujet à ce qu'on appelle l'HSE, donc santé, sécurité aussi. On a rajouté ensuite l'énergie, la sûreté, malveillance. Et puis, on s'est dit, en fait, il y a un sujet, bien sûr, c'est la connaissance réglementaire, mais il y a aussi la conformité réglementaire, mais il y a aussi simplement tes process. T'as beau être conforme, tu peux très bien être à risque. Tu vois, tu es dans une usine, tu as des camions qui viennent, ils ont beau être parfaitement en règle, il n'empêche qu'ils roulent, ils vont traverser la route. Par exemple, tu as des ponts roulants, ils ont beau être aux normes, c'est quand même un peu dangereux. Tu manipules des produits chimiques, etc. Donc, on a décidé, observant que c'était les mêmes personnes qui, dans les entreprises, géraient ces sujets réglementaires, on a décidé de compléter l'offre avec un sujet de risque. Oui, parce qu'une fois que tu as le pied chez le client, ce genre d'upsell, c'est quand même beaucoup plus facile. Bah oui. Il est content, tu développes, voire tu co-développes avec eux, tu peux co-créer la solution. Oui, c'est alors comme ça que vous avez fait? Oui, alors ça, on a toujours fait ça, et on a toujours fait ça dans un cadre un peu spécifique, et vraiment ça, c'est une expertise qu'on a su, je pense, développer, c'est les clubs clients. On a toujours fait des clubs, on appelait ça les clubs Tenaxia, qui étaient vraiment des moments de recherche partagée. On a toujours fait travailler les clients avec nous sur le produit, quel type de fonctionnalité il faudrait avoir demain, qu'est-ce qui fonctionne pas bien aujourd'hui, etc. Donc pour nous, les clubs clients, ça a toujours été des clubs dans lesquels il y avait un aspect commercial, mais dans lequel il y avait surtout un aspect réflexion produit. Ça a été vraiment un grand marqueur, et donc on a fait beaucoup de développement effectivement ou dans le cadre de ces réflexions-là. C'est quoi les étapes un peu majeures dans le développement de la société? 50 salariés, 100 salariés, des espèces de paliers de chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez eu des moments particulièrement charnières ou ça a été finalement assez linéaire? Non, il y a eu des moments charnières, mais que c'est pas tant finalement le nombre de personnes. Il y a peut-être un seuil un peu spécifique, mais sur lequel je vais revenir, mais c'est pas tant le seuil de personnes, c'est plutôt la vie de la boîte elle-même et le marché, en fait. Nous, en fait, il y a eu la création en 2001, une belle croissance, la difficulté de 2008, comme tout le monde, mais qui a vraiment été assez violente parce que à l'époque, on avait une clientèle que d'usines, que de sites industriels. Et les sites industriels, à cette époque-là, ils sont tombés à moins 30, moins 40% en production. Donc, inutile de dire qu'avoir des nouvelles commandes, c'était peine perdue. Donc, on a vécu ça. Ça, c'était un petit peu dur. Et puis, il y a eu des événements, en revanche, très positifs. Et il se trouve qu'en 2012, on a fait 2 opérations très sympas en termes de business. D'abord, il y avait un logiciel, pour le coup, sur les déchets, qui était on-premise, qui s'installait chez les clients d'un concurrent qui a souhaité finalement arrêter cette activité, et on l'a récupéré et on a basculé finalement quasiment tous ces clients historiques, et il y en avait un paquet, sur Tenaxia. Donc là, d'un seul coup, on a eu un volant d'accélération qui était très fort. Et en parallèle, sur le sujet réglementaire, il y avait aussi une société qui avait un beau portefeuille de clients, qui avait aussi un outil qui s'installait sur les serveurs, voire même sur les ordis des clients, et qui a fait la même chose. Alors, on n'a pas racheté la clientèle, par contre, on a fait un partenariat avec eux, et d'un seul coup, on a eu accès à un gros volant de clientèle nouveau. Donc pour nous, il y a eu des moments un peu charnières, ça c'en est un. Donc c'est quoi, tu doubles ou tu triples ta base client grâce à ce genre d'opération? Ouais, tu la doubles. Ok. Tu la doubles en un instant, en fait. Et Maxime, à ce moment-là, il tient le choc? Comment il fait? Maxime, il tient le choc. Il se rend compte qu'effectivement, il y a peut-être certains aspects de l'application qu'il va falloir un petit peu rebooster parce que il patch. Il patch, il redéveloppe des trucs. L'équipe se construit. Et 2012, c'est une année aussi importante parce que c'est aussi une année dans laquelle on a vraiment démarré notre activité RSE, parce qu'on en avait une un petit peu avant,
Mais en 2012, on a décidé de travailler avec un monsieur qui s'appelle Bertrand Desmier, qui nous a ensuite accompagnés tout le temps, qui a pris sa retraite, mais qui a été ensuite le patron RSE de Tenexia, et qui avait une connaissance très 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 fine de ces sujets, qui en a encore une très fine, hein, et qui donc nous a vraiment aidé à construire une vraie offre sur la RSE, et donc d'aller depuis ce côté HSE que j'expliquais vers la durabilité en général. Et ça, c'est vraiment à Bertrand qu'on le doit. Et ça, c'est 2012 aussi. Donc tu vois, en fait, il y a des moments charnières, et 2012 en est un. Qui est un beaucoup plus gros sujet. C'est-à-dire que vous êtes parti d'un sujet sur lequel vous êtes devenu un des experts et un des leaders pour finalement aller sur un sujet beaucoup plus gros en capitalisant sur cette expérience-là. C'est ça. Et en adjoignant une nouvelle expérience qu'on n'avait pas. Ok. Qu'on n'avait pas assez. Donc ça, c'est des moments charnières. Et puis il y a aussi des rencontres. Et il y en a une qui est très belle en 2008. Et c'est important parce qu'ensuite, cette personne m'a accompagné tout le temps. C'est Bernard Bourigeaud. Bernard Bourigeaud, c'était le fondateur d'Atos, Edward Line. Donc c'est quand même un monsieur qui est à l'origine de 2 boîtes magnifiques, hein, même s'il y a des déboires aujourd'hui qui dépendaient évidemment pas de lui, mais c'est un monsieur qui avait un sens du business incroyable, qui était ultra humain. Et en fait, il a été mon mentor entre 2008 et 2010, dans le cadre de l'Institut du mentorat, qui est comment dirais-je, une organisation, mais plus que ça, peut-être pas une unité de formation, mais un cycle, on va dire, organisé par la CCI, qui permet à des créateurs d'entreprises qui ont déjà une entreprise d'une certaine taille. Je crois qu'il fallait à l'époque faire au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc c'était pas forcément énorme, mais enfin il fallait déjà ça, d'être accompagné pendant 18 mois par quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté, qui fait ça bénévolement, avec un agenda assez rigoureux, c'est-à-dire qu'il fallait se voir au moins une demi-journée tous les mois, avec un agenda, un compte-rendu à faire, etc. Donc c'était quelque chose de très structuré. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagné par Bernard, ce qui était juste incroyable. Et on est resté très proches ensuite. Ensuite, il a investi dans la boîte. Ensuite, il a renforcé son accompagnement et il est devenu même président du conseil de surveillance, sachant que malheureusement, il est décédé en décembre dernier. Mais ça a été, voilà. Donc il y a des moments charnières dans la vie de la boîte. Voilà, ça, c'est pour donner quelques exemples. 2008, 2012 sont des moments importants. Pour toi, un mentor comme ça change complètement la trajectoire de la société. Ouais. Sans aucun doute, ouais. À condition d'être réceptif à ça. Bien sûr. Et à condition d'avoir une relation aussi d'égal à égal. C'est-à-dire qu'à aucun moment Bernard a eu une position qui consistait à me dire fais ci, fais ça, jamais de la vie. C'est-à-dire il t'aidait à te poser les bonnes questions. Ouais, ou plutôt on pourrait dire ça effectivement d'un côté, et d'un autre côté c'est quand j'avais des sujets, quand j'étais un petit peu dans le flou, ou quand j'avais des sujets qui me tracassaient un peu, mais j'étais pas forcément là-bas, il allait au bout des choses, toi, il éclaircissait un peu comme s'il dissipait les nuages, quoi. D'accord. Plus quelqu'un qui communique une énergie dingue. Ok, donc par moment, quand toi, t'es dans un moment de creux, il te pousse. Moi, j'ai repris cet exemple, je crois, une fois ou deux dans le cas du podcast, où je dis, en 2021, avant de lancer OVNI, je vais voir Julien Coulon, mon associé d'OVNI, hein, et je lui dis, j'en suis là, etc. Et il me dit, non, mais t'as fait le plus dur, là, faut que tu t'accroches, ça va le faire, etc. Ouais. Et évidemment, à ce moment-là, il me ment, parce que 2 ans et demi de roadshow en agrément AMF, je viens de le passer, le plus dur. Mais cette petite phrase, elle te donne effectivement le petit regain d'énergie qu'il faut pour transformer l'essai. Ouais. Écoute, c'est une belle façon, je trouve, de souligner l'apport qu'il a eu, et je te remercie de le partager. Et tu m'avais déjà parlé de lui la première fois qu'on s'est vu. C'est un modèle dans lequel je crois beaucoup, moi, ce mentorship, où nous, on fait ça avec des operating partners. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais intéressé de travailler avec toi. Après, il y a eu d'autres événements importants. Vas-y, alors, c'est quelle année ? Et par rapport à ta question sur le sujet financier, nous, on a été accompagnés en 2005 par un petit fonds, mais qui avait mis un peu de sous, mais ça nous avait aidé quand même à faire quelques embauches. En 2008, juste avant la crise, ce qui était pas mal, on s'est... alors, le premier fonds s'appelait Emertech. Avant la crise, on fait rentrer dans notre capital Arkea Capital,
qui est un actionnaire qui a été vraiment capable de travailler dans la durée. Non, mais en gros, ils sont restés quasiment 15 ans à tes côtés. Ils sont restés 15 ans. Non, mais c'est ça. En fait, ils sont restés 15 ans. Donc, c'est 23, ouais. Et actionnaire de long terme. Actionnaire de long terme. Qui t'a permis de passer certaines époques pas faciles, notamment comme 2008. Notamment 2008, voilà. Et après, tu as travaillé avec d'autres acteurs. Et après, plusieurs opérations. C'est ça. Et ensuite, on a fait une opération qui nous a un peu indiqué une nouvelle route quelque part. C'est avec Omnes, devenu Illico, là. Et là, par contre, c'est un LBO. Donc, on a changé, minoritaire, hein. On était toujours Max et moi complètement majoritaires dans la structure. Ça, c'était fait en décembre 2020 et il était prévu que globalement ça dure 5 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès 2022, début 2022, le sujet de l'ESG, parce que c'est aussi une autre manière de nommer ce qu'on fait, a pris tellement d'importance que d'une part, j'ai été sollicité comme jamais j'avais été sollicité avant par des fonds, y compris beaucoup de fonds, des gros fonds, y compris des gros fonds américains, beaucoup. Et donc là, quand même, c'est un peu surprenant quand tu es un entrepreneur français qui a jusqu'à présent jamais été vraiment sollicité qui le devient. Et puis, en parallèle de ça, on voit le marché qui va énormément changer. On voit des startups qui naissent sur ce type de marché, qui lèvent des fonds importants. On voit qu'il y a une réglementation, tu parlais de la CSRD tout à l'heure, qui pointe son nez et qui va complètement avoir un impact très fort sur le marché. On voit tout ça et on se dit à ce moment-là avec Max, le marché devient tellement fou que c'est peut-être l'occasion de répondre positivement aux sollicitations nouvelles et nombreuses qu'on a des fonds. Donc il y avait une sorte d'alignement de planète et il se trouve qu'il y a un fonds, en l'occurrence c'est Marlin, qui s'y est vraiment bien pris, où le contact a été très très bon et donc naturellement, notamment en discutant avec Bernard Bourigeaud, naturellement on a considéré que c'était une bonne idée de faire une opération avec eux. Et à ce moment-là, on a aussi considéré que c'était une bonne chose de faire une opération majoritaire, ce qui était très nouveau pour nous, c'est-à-dire finalement de céder la majorité de Tenaxia. Donc 22 ans après la création, on a pris cette décision-là. Et on a pris cette décision-là parce qu'on a considéré que si on voulait vraiment demain dans ce marché être un consolideur et non pas un consolidé, il fallait avoir vraiment les moyens, la capacité de faire. Et la meilleure manière, c'est vraiment d'avoir un fonds qui a à la fois une force financière importante et qui peut rassurer les clients, qui peut rassurer les boîtes qu'on va racheter, qui peut rassurer tout le monde parce qu'il est vraiment là derrière nous, quoi. Et comme le contact était bon, on a fait cette opération-là. Et ça a été fait en mars 2023, donc c'est aussi une date vraiment très importante pour nous. Et ensuite, tu parlais des étapes clés. Il y a une étape clé, c'est cette année, en 2024, début 2024, avec l'acquisition de Trace, sur un sujet qui nous manquait en fait, c'est le carbone. Nous, on savait faire beaucoup de choses sur le pilotage RSE, mais et y compris sur le carbone, mais pour aller vraiment plus loin, il fallait soit redévelopper quelque chose de nouveau, soit faire l'acquisition d'une société qui avait la tech correspondante. Et là-dessus, le partenariat avec le fonds te permet d'aller plus vite, c'est ça, de gagner du temps. Exactement. Et d'intégrer. On n'aurait probablement pas fait l'opération Trace si on n'avait pas eu Marlin derrière nous, ça c'est certain. Tu as dit 2 fois le contact était bon. Il y a des entrepreneurs qui considèrent qu'un fonds, finalement, c'est quelqu'un qui te donne l'argent et puis peu importe, au moment de faire leur levée de fonds, ils ont 5 propositions. Et comment tu as mesuré ça et qu'est-ce qui a favorisé ton choix vers Omnes et puis vers Marlin? Les interlocuteurs que tu avais face à toi? Oui, c'est les interlocuteurs. C'est vraiment ça. Ça, c'est l'humain, c'est les interlocuteurs. Chez Omnes, c'est pareil, très très bon contact. C'est quoi, ils avaient une très bonne compréhension de ton business? Tu sentais qu'ils pouvaient t'accompagner sur les étapes d'après? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi? D'abord, bon contact humain en soi, déjà, ça fait, parce que le feeling, ça fait beaucoup. Et puis ensuite, des gens, oui, tu as vraiment l'impression qu'ils comprennent ton business, qu'ils sont capables de comprendre ton business et qu'ils sont capables de t'apporter quelque chose. Alors évidemment, on attend beaucoup plus d'un actionnaire majoritaire que d'un actionnaire non majoritaire, ça c'est normal. Mais oui, c'est ça. Et en fait, on n'a pas fait de process, nous. On n'a pas engagé une banque d'affaires pour faire appel à voilà.
Ça s'est fait vraiment intuitu, personnel, quoi. Dans les deux cas. Génial. Tu peux parler de cette acquisition? Il y a 80%, je crois, des fusions-acquisitions qui se transforment par finalement de la destruction de valeur. C'est assez rare que les fusions-acquisitions créent de la valeur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous, ça en crée. Ça a été quoi votre clé là-dessus? Est-ce que c'est Maxime qui arrive à super bien intégrer la tech avec ses équipes et qui met une roadmap commune? Est-ce que c'est le bon fit humain? Qu'est-ce qui fait que cette intégration est aujourd'hui un succès? Avant de parler de ça, il faut aussi, dans les étapes clés, continuer de préciser une dernière étape clé, qui est le fait que suite à cette opération de 2023, on a aussi programmé avec Marlene le fait de recruter un DG et que moi je prenne de la distance et que je devienne président du conseil de surveillance, ce que je suis aujourd'hui. Et donc ça veut dire que il y a un nouveau DG qui est arrivé au mois de juin dernier. Et donc finalement l'intégration dont tu parles, elle a lieu, elle est pilotée sur le terrain par ce nouveau DG. Parce que c'est quelqu'un qui sait faire. Tu peux le citer. Oui, Julien Victor. Il a cette expérience-là, lui, historiquement, et il est poussé par le fond. C'est ça ? Il a cette expérience-là. Il est effectivement, alors poussé, je sais pas si on peut dire poussé, mais en tout cas, il travaille dans le cadre d'une boîte qui effectivement est backée majoritairement par le fond. Et donc c'est lui qui aujourd'hui pilote complètement l'intégration. Et l'intégration, évidemment, c'est des opérations qui sont assez délicates, puisque tu as comme deux entreprises qui se rejoignent, même si l'une est effectivement beaucoup plus grosse que l'autre. C'est quoi les comparables à peu près en termes de chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs, si tu peux communiquer dessus? Oui, on est à peu près 180 aujourd'hui, et sur les 180, il y en a une trentaine qui viennent de Trace. Ouais, donc c'est plus facile comme intégration que si t'es 180 et que c'est 90 et 90 quand même. Ouais, c'est plus facile. C'est certainement plus facile. Mais disons que ça engendre. T'as deux plateformes techno, donc comment tu les fais parler ensemble. Il y a des fonctions qui existent, qui sont très performantes chez l'un, qui existent moins chez l'autre. Donc ça, c'est assez facile à gérer. Mais il y a aussi des sujets qui sont un peu plus compliqués. Mais effectivement, aujourd'hui, clairement, on crée de la valeur. On travaille pour créer de la valeur. Pour les clients, parce que c'est ça en fait l'essentiel. Demain, on a une capacité de traiter la durabilité de manière plus large que ce qu'on avait avant. Donc ça, c'est absolument déterminant pour nous. Un de nos moteurs, nous, quand on investit, c'est de prendre des sociétés très internationales dès le premier jour. Ouais. Toi, dans votre parcours, vous avez d'abord été franco-français. Et on est encore beaucoup franco-français. Et vous êtes quoi, 80%? Ouais, 95%. Okay. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'utilisateurs partout dans le monde. On a des utilisateurs dans 120 pays. D'accord. Mais dont les sièges et les décideurs sont plutôt français. Ouais. On a quelques clients belges, américains, allemands. Et donc, qu'est-ce que tu peux me dire de ce challenge de l'internationalisation? Qu'est-ce que ça change en termes de culture d'entreprise, en termes de recrutement? Toi qui le supervises maintenant. Ouais, alors c'est un petit peu tôt pour répondre à ta question, parce que on est aujourd'hui encore dans la phase d'intégration de Trace, d'une part. Il y a beaucoup de choses à faire sur le marché français aujourd'hui, puisqu'il y a une dynamique qui est assez folle sur ce marché-là. Et donc, on commence maintenant tout simplement à préparer la croissance internationale. Et là, il y a plusieurs choix possibles. L'un d'entre eux, bien sûr, qui nous intéresse beaucoup, c'est de faire une acquisition internationale. Ça nous paraît plus intéressant que d'essayer d'aller monter des bureaux à droite à gauche, quelque part de se disperser sur plusieurs bureaux. Voilà, on pense qu'une acquisition sera plus pertinente, donc on commence à travailler là-dessus. Mais du coup, on peut pas encore vraiment te dire, je peux pas encore te faire part d'une expérience internationale conséquente, quoi. Tu parles d'une dynamique de marché, donc on entend beaucoup parler en ce moment de la CSRD. Est-ce que tu peux expliquer à tous les gens qui nous écoutent qu'est-ce que c'est? De façon assez simple, et pourquoi ça dynamise le marché ou redynamise le marché? Alors, pour faire très simple, la CSRD, c'est une directive européenne qui invite, si on peut dire, les entreprises à publier
un certain nombre d'informations sur leur démarche de durabilité. Simplement de faire ça dans un cadre qui est quand même très important, très conséquent, en suivant une démarche qui consiste à identifier ce qu'on appelle des enjeux matériels, des enjeux pertinents, c'est-à-dire les enjeux qui sont importants, mais en analysant à la fois est-ce que c'est un enjeu qui a un impact sur ton entreprise et également est-ce que toi tu as un impact sur ça. Typiquement le réchauffement climatique, c'est est-ce que c'est un enjeu pour toi, est-ce que c'est un risque parce que tu as une activité agroalimentaire avec des usines de transformation dans le sud de l'Espagne, est-ce que c'est un sujet, quoi, par exemple. Mais inversement, il y a est-ce que ton activité à toi contribue ou pas à ça. Donc il y a ce qu'on appelle la double matérialité. Et ça, c'est très très européen, ça se retrouve pas ailleurs. C'est ce que j'allais dire. Si je suis un peu provoque, est-ce qu'on n'est pas nous les seuls en Europe à se préoccuper de ça, là où côté États-Unis, les États-Unis, ils sont sur la simple matérialité, c'est-à-dire est-ce que ça a un impact sur ta boîte, est-ce que ça a un impact sur ta capacité à générer du profit. Ils sont pas sur l'autre. Mais est-ce qu'ils vont y venir d'après toi? Je sais pas trop. Avec les derniers résultats des élections, c'est pas la priorité. C'est pas certain que ce soit leur priorité, ouais. Pas certain que ce soit leur priorité. Et donc, tu as une obligation, on va dire, pour les entreprises, de parler de ça, d'expliquer quels sont, où tu en es, quels sont tes enjeux, comment tu les traites, et puis au fur et à mesure de rendre compte de ta performance. Ça, c'est, on va dire, la CSRD. Mais pourquoi il y a ça? C'est parce qu'en fait, le projet de l'Europe, finalement, est de faire en sorte que seules les entreprises, qui sont dans durable ou qui sont dans la transition ou qui s'engagent dedans, puissent demain facilement récupérer des fonds. Donc en fait, la préoccupation, c'est de forcer les entreprises à communiquer des informations pour que les investisseurs, pour que les banquiers puissent, en fonction de ça, décider ou pas d'allouer des sous à ces entreprises-là. Et eux-mêmes, les investisseurs, les banquiers, sont soumis à une pression de rendre compte de ce qu'ils font de leur argent sur cet angle-là. Donc en fait, c'est une pression qui devient très importante, qui finalement fait le lien complètement... En fait, on pourrait presque dire que les motivations de ce reporting extra-financier sont financières. C'est fait pour que l'écosystème financier en particulier puisse décider de bien allouer ses finances aux entreprises vertueuses. C'est une espèce de marche forcée. C'est une marche forcée. Où on arrive d'un côté et de l'autre et on met un peu tout le monde au pli. Voilà, parce qu'évidemment, quand une entreprise comprend que demain, l'accès au financement, encore une fois, de type prêt ou de type capital, peut être lié à sa démarche RSE, forcément, c'est un argument de plus pour que. Il n'y a que quand tu touches au porte-monnaie que tu fais réagir. Il n'y a pas que, parce qu'il y a aussi des entreprises dont les dirigeants sont très motivés par ces problématiques-là, mais il est évident que ça rend la chose incontournable, quoi. Donc c'est ça l'esprit qu'il y a derrière, si tu veux. C'est combien de clients aujourd'hui, Tenaxia ? C'est plus de 1000 clients aujourd'hui. Plus de 1000 clients et l'évolution du chiffre d'affaires année après année pour avoir les grandes... on est sur un trend d'à peu près 30% de croissance par an. Et les derniers chiffres d'affaires des dernières années, vous communiquez dessus publiquement, je crois ? On communique, cette année, on devrait être à peu près à 20 millions d'euros. Magnifique. Donc 0 à 20 millions d'euros. Ouais. Et 30% de croissance entre chaque année. Ça s'accélère en fait ces dernières années. Les trois dernières années, oui, il y a eu une accélération effectivement. En fait, c'est au début, tu as toujours les taux de croissance qui sont très élevés parce que tu pars de pas beaucoup. Bien sûr. Après, ça se stabilise et puis là, effectivement, c'est reparti de manière un peu plus, significativement plus importante. Si tu devais donner des conseils aux gens qui nous écoutent, toi qui as fait toutes ces opérations avec des financiers, ça serait quoi ces conseils ? Alors moi, j'ai fait des opérations avec des financiers, attention, dans un cadre qui ne sont pas du venture capital. Bien sûr, ouais. Voilà. Donc on est sur un modèle qui n'est pas le modèle de la start-up classique. On a quelque part un modèle un petit peu plus ancien. Moi, je pense que si on est sur le sujet financier, un conseil, en tout cas quelque chose auquel je crois, c'est qu'il ne faut pas appréhender le sujet d'une opération financière que sur le moment. Il faut l'appréhender dans la durée. C'est-à-dire, il y a ce qu'on négocie au départ et il y a ce qu'on aura à l'arrivée. Et en fait, ne jamais perdre de vue
que, en fait, même si on parle de quelque chose qui a lieu maintenant, la levée de fonds, l'opération, etc., en fait, ça vise quelque chose de plus tard. Et ne jamais déconnecter les deux dans sa tête. Se dire c'est super, j'ai obtenu une super valo, je suis super content, et puis s'arrêter à ça, c'est certainement une grosse erreur. Envisager l'opération avec voilà ce que j'ai aujourd'hui, voilà comment je construis l'avenir, voilà ce que je peux espérer demain, voilà quel est le risque et comment je pourrais accélérer derrière, à mon avis c'est important. C'est un bon conseil. On le voit sur, comme tu dis, des valos dans le cadre du venture capital, où en fonction de la valo aussi que tu prends sur un premier tour, tu vas avoir plus ou moins de pression en fonction du fonds que tu sélectionnes aussi. Enfin, donc c'est vrai que c'est des choix assez structurants. Ouais. Et il faut pas les sous-estimer. Puis un autre truc que j'ai découvert, mais encore une fois, peut-être que c'est un peu moins vrai dans des sociétés qui sont vraiment startups qui grandissent très vite en perdant de l'argent, etc. Et qui sont pourtant des boîtes très intéressantes, bien sûr. Mais moi, ce que j'ai appris sur le terrain que je savais pas, c'est typiquement, à un moment donné, on peut se relever. Et mine de rien, pour le dirigeant, d'avoir conscience qu'un jour, il peut se relever. Alors, il faut que les planètes soient alignées, que l'entreprise il faut que l'entreprise gagne de l'argent, parce que sinon, ça ne marchera pas. Mais c'est quand même très intéressant. Et moi, je dis finalement, j'ai compris cette chose-là un peu tard. Alors, on a fait justement des opérations à un certain moment qui nous ont permis de nous relever avec Max. Mais c'est vraiment important d'avoir ça en tête. La vie, c'est pas que j'ai ma participation dans la propre boîte que j'ai créée ne fait que descendre. C'est pas que ça la vie, ça peut aussi être l'inverse. Pour toi, c'est important de se relever pour garder le cap, parce que finalement, c'est toi qui as la bonne vision pour rester maître à bord. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement de remonter au capital ? Deux choses. La première, c'est qu'effectivement, tu restes maître à bord. Premier point, ça c'est clair. Et la deuxième, c'est que le jour où il y a une sortie, tu es un peu plus rémunéré de ton propre travail. En tout cas, si la boîte a bien fonctionné, tu es plus rémunéré. Donc, moi, je pense que c'est important pour ces deux raisons-là. Écoute, quand c'est possible de le faire. Merci de le partager aussi clairement. Si on garde quelques minutes pour échanger, nous, on s'est rencontrés à quelques pas de l'Opéra une première fois. On a d'abord parlé de tous ces sujets-là. Moi, je t'ai indiqué que j'avais ce challenge-là au niveau d'OVNI parce que je sentais cette pression sur moi avec l'augmentation des fonds que je gérais, des acteurs institutionnels. J'avais eu quelques échanges. Tu sais que je suis proche de Rachel Delacour qui a monté Sweep. Et j'avais envie d'être très bien entouré. Qu'est-ce qui t'a fait basculer et où tu t'es dit ok, j'ai vu Arnaud, Augustin, j'ai envie de les soutenir comme 180 et on va finir probablement auprès de 200 entrepreneurs. Ça a été quoi le déclencheur à ton niveau? Parce que tu es aussi dans d'autres fonds, tu as peut-être une activité de business angel en direct. Est-ce que tu peux le partager? Oui, bien sûr, je peux partager ça. Moi, ce qui m'a plu chez vous, c'est votre personnalité, finalement. J'ai trouvé chez vous une âme d'entrepreneur. J'ai d'abord vu des entrepreneurs avant de voir des investisseurs, des financiers, en fait. Je dis pas que c'est une tare d'être financier, bien au contraire, c'est très bien. Mais vous aviez le couteau entre les dents, mais le couteau entre les dents de celui qui veut conquérir le monde comme un entrepreneur qui veut conquérir le monde, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Et c'est ce qui m'a plu. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'en parallèle de ça, je monte une activité d'investissement dans des fonds, c'est vrai, mais aussi dans des entreprises, plutôt de type logiciel, B2B, applicatif, parce que c'est un peu ça que je connais et je ne veux pas m'aventurer à autre chose. Et avec le souhait pour les quelques entreprises dans lesquelles je vais investir, où j'investis, de les accompagner en apportant vraiment quelque chose. Finalement, à la mode de Bernard Brigeaud. Alors, j'allais y venir, mais c'est encore mieux si ça vient de toi. Tu as envie de retransmettre et de redonner une partie de... Ouais, ce que j'ai vécu, c'était honnêtement tellement bien que j'ai envie de le faire aussi dans l'autre sens, en fait. T'as commencé déjà ? Ouais, j'ai commencé, ouais. Ça t'apporte quoi ? C'est passionnant. D'abord, il y a une forme de...
de renaissance un peu. Tu retrouves alors j'investis pas dans des boîtes qui viennent de démarrer, mais quand même dans les entreprises un peu jeunes, et donc tu as une espèce d'énergie qui est assez dingue. Alors j'en ai pas beaucoup aujourd'hui, je veux pas non plus faire croire trop de choses, mais ensuite c'est assez valorisant de dire tiens, je sais déjà des trucs, ou il y a des trucs je sais qu'ils savent pas et que je vais leur apporter. Ça, mine de rien, c'est une satisfaction personnelle qui est réelle. On verra si effectivement dans quelques années tout ça a produit des bons résultats, mais j'en doute pas beaucoup. Donc voilà ce que ça m'apporte, et puis c'est des relations one-to-one avec des gens quelque part. On se choisit en fait. Moi je les choisis, ils me choisissent aussi. C'est de la relation humaine. Donc c'est de la relation humaine, c'est du business, c'est de la transmission. Je l'espère aussi des plus-values demain. Enfin. C'est une forme d'accomplissement pour toi de te dire bon je suis arrivé à ce stade-là où je peux prendre du recul sur l'opérationnel, je peux effectivement soutenir d'autres entrepreneurs, et quelque part je vais essayer d'être l'équivalent d'un Bernard Bourigeaud dans 2, 3, 4, 5 sociétés. Moi je suis assez convaincu que, comme tu dis, il faut pas en avoir beaucoup si tu veux avoir une création de valeur assez forte. Nous, ce qu'on fait, c'est que, tu le sais, on travaille avec des operating partners. Parce que tu vois, nous, sur OVNI Venture, on va avoir 30 lignes. Évidemment qu'on va être au board et qu'on va suivre les lignes. Mais à un moment donné, si on veut créer beaucoup de valeur, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui sont LP chez nous, qui nous aident. Et moi, je prends toujours cet exemple-là sur Acceptio, où Antoine Bonavita a beaucoup plus de valeur ajoutée que moi, et j'ai pas honte de le dire, pour accompagner Romain Bessuge et Delphine Dorseuil. C'est évident. Mais oui, tout à fait. Et puis chacun sa zone de compétence, chacun sa valeur ajoutée, de toute façon. Toi, ta mission, c'est de faire en sorte que l'entreprise dans laquelle tu investis ait à travers toi les bonnes ressources financières d'abord, évidemment, mais pas que. Et d'autres personnes apportent autre chose, quoi. C'est normal. Merci. Écoute, si on clôture cet épisode, je crois qu'on a pas mal balayé les thèmes, sauf si tu veux en aborder un que j'ai oublié dans tout ce qu'on s'était dit. Il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ? Non, pas spécialement, si ce n'est que faut pas oublier que l'entreprise, c'est vraiment une aventure humaine, et que on est dans un monde quand même qui est de plus en plus incertain, de plus en plus complexe, qui va très très vite, et que je pense que il faut vraiment faire attention à garder beaucoup d'humanité dans le management des équipes, parce qu'in fine, moi je vois 20 ans après, ce qui reste, c'est d'abord les relations que tu as construites avec les gens dans l'entreprise, enfin, et puis bien sûr à côté, mais au final c'est quand même ça qui te nourrit le plus, quoi. Et le fait de savoir que les gens sont bien dans l'entreprise, je pense que c'est important. Donc voilà, l'aventure humaine, on est des aventuriers de l'humain, quoi. Moderne. Ouais. Moderne de l'humain. C'est un super message de conclusion. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. La phrase d'accroche de ce podcast, c'est la plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Et moi, je suis convaincu que c'est la force de nos relations en one-to-one avec nos souscripteurs des fonds, avec des fonds partenaires, avec les entrepreneurs qu'on finance, qui fait à la fois la beauté de l'aventure, mais qui fait aussi sa performance. Donc tu prêches un convaincu. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous avez besoin de contacter Bernard, c'est quoi, LinkedIn ? Ouais, LinkedIn, ouais. Un petit LinkedIn. Il répond, parce que moi, je crois que je suis passé par là, ou peut-être par un mail. Je suis pas forcément très rapide à répondre. Et peut-être une relance. Oui, mais tu m'as répondu, je pense, quelques semaines après. Donc, Bernard répond. Il y a certains entrepreneurs où je vous dirais, n'essayez même pas, mais je sais que tu le fais. Bonne continuation. Merci de ta confiance. Il y a un article d'Adrien Lelièvre dans Les Échos la semaine dernière qui parle des VC et des investisseurs qui font des podcasts. Et donc, je soulignais que les podcasts, c'est aussi pour nous une manière de remercier
des gens qui nous ont fait confiance au tout début de notre parcours. Et effectivement, j'ai regardé pendant notre discussion, tu étais le 70e OVNI. Wow. Donc, vraiment, merci à toi, merci vraiment au tout début de cette aventure et un peu comme toi, comme les étapes que tu as racontées avoir franchies, on est en train d'en franchir des belles et dans quelques années, j'espère qu'on regardera ça de la même façon que toi, avec un regard assez positif sur tout ce qu'on est en train d'accomplir. Et je ne doute pas de votre succès. Merci beaucoup d'être venu et à vous tous qui nous écoutez et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Salut.